Dune Imperium, coup de cœur 2021, c'est parti. Il est à l'endroit? J'ai réussi. Yo tout le monde et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Game Trotter. On parle du nez, on est malade, on se mouche durant la vidéo. C'est normal parce qu'il fait très beau ce mois de juillet 2021, mais tout va bien. On a choisi du coup pour l'occasion de vous parler d'une planète désertique. On a choisi de vous parler de Dune Imperium. C'est un jeu qui vient juste de sortir. Il y a énormément de vidéos, énormément d'engouement pour le jeu. On pense que c'est justifié. On va vous expliquer pourquoi. C'est parti. Dune Imperium, c'est un jeu qui est jouable de 1 à 4 joueurs. C'est un jeu de Paul Dennen et vos parties vont durer entre 1 heure et 2 heures. Voire 2 heures et demie si vous réfléchissez un petit peu. Et si l'explication de règles, c'est un petit peu plus long. Exactement. Paul Dennen, vous le connaissez déjà parce que c'est l'auteur de Clank. On peut s'attendre à ce que déjà, mécaniquement, ce soit très soutenu au niveau du deck building. Et là, c'est clairement le cas. C'est un jeu qui est édité par Direwolf et Legendary Pictures pour le côté film, puisque c'est un film qui va sortir en septembre 2021. Espérons. Localisé en France par Lucky Duck Games. Dune, c'est un univers très complet, parce que ça vient déjà d'une saga de livres. Exactement. Dont tu es très fan. Je suis hyper fan. Moi j'y connais rien. Ce sont des livres de Frank Herbert. Frank Herbert, si vous n'avez jamais lu Dune, c'est un univers qui est extrêmement intéressant. Et première chose très importante à savoir sur le jeu Dune, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir suivi la série, des livres, etc. et d'avoir vu le film pour comprendre le jeu et pour se mettre dans le thème, parce que moi j'y connais absolument rien du tout et j'ai réussi à me plonger dedans et à pouvoir tirer la meilleure partie du jeu quand même. Au niveau mécanique, vous allez être dans un jeu de placement d'ouvriers soutenu par du deck building, et le deck building aura vraiment une grande place dans la mécanique de jeu. Comme le dit Pierre-Louis, vous n'êtes pas obligé d'avoir une connaissance du jeu en soi, mais vous allez voir que thématiquement et mécaniquement c'est très relié, et ça aussi c'est très agréable de voir qu'il y a eu un travail sûrement colossal qui a été fait au niveau game design pour avoir cette correspondance là. Ah, je pense que ceux qui connaissent la licence, c'est un régal. Tu peux nous en parler, tu peux nous dire. Clairement c'est très agréable de voir à quel point l'univers de Dune est bien représenté. Ouais. L'univers de Dune, c'est un univers désertique. Vous êtes sur une planète qui produit, grâce à des vers géants, une épice qui va être la ressource qui vous permet en quelque sorte de contrôler l'univers. Une ressource rare, mais pour la récupérer, forcément, il faut être dominant sur Arrakis et essayer d'avoir un maximum d'influence sur cette planète-là. C'est une planète où le conflit va régner vraiment en maître pour pouvoir essayer justement de contrôler l'épice. L'épice vous permettra d'avoir une sorte de préscience, d'avoir une sorte de vision dans l'avenir, de vous permettra de voyager à travers l'espace de manière beaucoup plus rapide et efficace que si vous le faisiez en vaisseau. Vous allez avoir finalement le contrôle d'une ressource extrêmement rare. Et du coup, il y a plein de maisons qui s'affrontent pour avoir le contrôle de cette épice. Et dans le jeu, vous retrouvez du coup cette dimension avec l'épice qui est rare, les différentes maisons avec qui vous allez pouvoir effectuer des alliances, avec qui vous allez pouvoir travailler, vous allez pouvoir explorer la planète où se trouvent les vers géants pour fabriquer de l'épice, etc. Le thème est vraiment très bien retranscrit. Vous allez incarner une maison. Cette maison va vous permettre de jouer votre deck de base. Votre deck de base, il va être constitué seulement de 10 cartes. Le deck de base de chaque joueur est le même. Par contre, le personnage que vous allez incarner, la maison que vous allez incarner, vont faire que vous avez un pouvoir qui est propre à vous-même. Et dans votre deck de 10 cartes, vous avez une carte qui vous permet de jouer votre pouvoir à votre tour. Donc il y a une part d'asymétrie, malgré un deck de départ égal pour tout le monde. Les pouvoirs sont de niveaux différents, ce qui va aussi vous permettre d'avoir des maisons de niveaux différents et des personnages, des leaders de niveaux différents. Vous allez avoir 3 niveaux qui vont être abordés durant le jeu, des niveaux qui seront plutôt de début de partie et des personnages plus difficiles à contrôler pour les parties suivantes. Mais ça va. Ils ont mis un niveau de difficulté, mais ça va. Ils sont pas non plus trop compliqués à prendre en main. On vous parlait du principe de base du jeu, c'est-à-dire dans un premier temps, essayer de récupérer des ressources, positionner des ouvriers
comme vous le savez maintenant, vos ouvriers vont avoir des contraintes au niveau du placement grâce à des cartes et des ressources. On va procéder dans un premier temps à des phases qui vont nous permettre de positionner ces ouvriers. Sachant qu'il peut y avoir qu'un seul ouvrier de chaque joueur par lieu, donc il va y avoir un système d'interaction entre les joueurs de par le blocage de ces lieux, un petit peu comme on peut retrouver dans les ruines perdues de Narak, par exemple. Exactement. La particularité du jeu est située dans le deck building et la manière dont vous allez pouvoir jouer vos cartes. Vos cartes ont toujours deux manières d'être jouées. Vous allez pouvoir les jouer de la manière placement d'ouvriers ou de la manière révélation. C'est ça, en fait, pour la faire court, durant votre tour, vous allez chacun à votre tour placer des ouvriers avec vos cartes. Vos cartes font des effets lorsque vous placez des ouvriers. Vous réalisez l'action du lieu où vous avez placé l'ouvrier. Et ensuite, vous pouvez garder des cartes en main pour votre phase de révélation. Et là, c'est une deuxième partie de la carte qui s'active pour pouvoir acheter de nouvelles cartes sur la rivière de cartes et pouvoir mettre plus d'unités au combat qu'on verra juste après. C'est là qu'on retrouve un petit peu la patte de l'auteur de Clank qui a également fait ce jeu, la rivière de cartes avec les points en fin de tour pour acheter de nouvelles cartes et les cartes toujours disponibles à côté du plateau pour que vous ayez toujours une porte de sortie au cas où vous ne pouvez pas acheter de cartes, voilà, que vous puissiez quand même faire quelque chose à la fin de votre tour. Votre but, c'est d'arriver à un maximum de points de victoire. La partie va prendre fin au moment où un joueur va avoir 10 points de victoire. À la fin de cette manche-là, celui qui aura le plus de points de victoire va l'emporter. C'est pas une salade de points. Et déjà, c'est pas une salade de points. Ça, c'est hyper important à saluer au niveau mécanique. C'est qu'on va pas retrouver des points un petit peu partout qui s'éparpillent et finir avec un espèce de comptage de comptable. Ouais. On va avoir une vraie fin de partie dynamique, puisque potentiellement, on vient aussi de gagner une guerre. Une fin de partie, c'est 10 points de victoire. Après, pas plus. Vous n'allez pas être là à compter, alors moi j'ai 146, toi t'as 128. Et ça, c'est dynamique. Moi, il faut que je recompte mes cartes, je suis perdu, je me suis perdu à 89. Non, là, c'est vous marquez 10 points de victoire. Celui qui a 10 points de victoire ou 11, 12, 13, il a gagné la partie, terminé. Vous jouez 10 tours. Ou vous jouez forcément 10 tours. Et voilà. Cela amènera une grande tension dans le jeu. On parle de 10 tours parce qu'il y aura 10 cartes conflit. À chaque manche, on va retourner une nouvelle carte conflit qui va nous permettre finalement de nous faire la bagarre. Et là, c'est la guerre. C'est la guerre pour la carte conflit. Être le mieux placé au niveau de votre conflit, un système de majorité avec des petites unités. Ouais, c'est ça, en début de manche, vous allez révéler une nouvelle carte conflit sur laquelle vous allez avoir un système de majorité avec des bonus pour le premier, le deuxième et le troisième. Et c'est là que le combat intervient, lorsque vous allez pouvoir vous déplacer sur certains lieux, vous allez pouvoir mettre des unités de votre garnison en jeu, rajouter des unités dans votre garnison pour pouvoir être le majoritaire sur le combat et espérer remporter ces bonus qui sont, là pour la plupart du temps, extrêmement avantageux quand même. Extrêmement avantageux. Vous commencez à comprendre que finalement il y a pas mal d'intrigues autour du jeu. Et il y a beaucoup de choses à faire, il peut y avoir plein de stratégies différentes à réaliser. Votre cerveau il va en prendre un coup durant la partie parce qu'il y a pas mal de rebondissements, vous allez changer de voie en plein milieu de partie parce que ça ou ça, un joueur vous bloque ou la stratégie que vous avez mis en place, vous vous rendez compte qu'elle ne fonctionne pas, donc vous pouvez changer. Et même si vous changez durant la partie, vous n'allez pas forcément être laissé de côté, vous allez quand même pouvoir avoir des points de victoire et pouvoir espérer l'emporter. Vous avez toujours quelque chose à faire et vous n'êtes jamais perdu ou mis en retrait. Et ça, c'est vraiment bien fait. Au niveau de la lisibilité du plateau, c'est très épuré. Ouais. Trop épuré. C'est le mot. C'est le mot. C'est peut-être la question. Est-ce que c'est trop épuré? C'est très lisible. Vous allez avoir des petits cartouches qui vous permettent de bien signifier que font les actions, quels sont les coûts et quels sont justement vos avantages. Ce qui amène au final, du coup, très peu d'illustrations. J'aurais aimé, de manière très personnelle, avoir un peu plus la patte graphique qu'on retrouve dans les cartes sur le plateau. Le plateau est vraiment très épuré, mais du coup, lisible. Ouais, les cartes sont très jolies. D'ailleurs, elles reprennent les cartes, le visage des acteurs que vous allez pouvoir retrouver dans le film qui va sortir. Exactement, comme c'est un jeu sous licence, Legendary Pictures a sûrement imposé justement le visuel des acteurs. Vous allez retrouver ce film de Denis Villeneuve, j'imagine, avec impatience. Moi, je suis hyper impatient de voir ça. Donc voilà, au niveau des cartes, c'est très beau. Les cartes sont vraiment très jolies, elles sont très lisibles. C'est vraiment très bien fait. Par contre, voilà, au niveau du plateau, c'est vraiment, c'est ça, c'est le mot, c'est épuré. Épuré. Peut-être trop. Peut-être, ouais, c'est ça, peut-être. Mais niveau gameplay, c'est nickel par contre.
Au niveau cohérence entre mécanique et thématique, moi je suis hyper conquis. Ça laisse aussi la place à l'imaginaire. Vous allez pouvoir être dans un jeu où vous vous racontez en quelque sorte une histoire parce que vous connaissez un petit peu les affiliations de certaines maisons. Vous essayez des fois de justement vous raconter cette histoire, ou à l'inverse, pas du tout. C'est ça aussi qui est extrêmement agréable, je trouve, pour une première partie. Parce que moi j'ai essayé de mettre de la thématique. Pierre-Louis était plus dans une lecture mécanique du jeu et satisfaisante. Ah grave. Bah du coup on découvre à fond, hein. On découvre l'univers et tout, et ça donne envie d'y retourner pour pouvoir en découvrir un peu plus sur comment ça se passe. Moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans le jeu, c'est l'équilibre qu'il y a entre la mécanique de deck building, de placement d'ouvriers et de système de combat du coup. Parce que le tout s'imbrique super bien et fait que vous pouvez un peu tout faire en même temps et que ça fonctionne si vous vous débrouillez bien et si vous tirez les bonnes cartes. Parce que bon, c'est un deck building, hein, vous avez du tirage de cartes, il y a un facteur chance. Mais si tous les astres sont alignés, comme on dit, vous pouvez faire des tours de malade mentaux. Hein. C'est clair. Donc franchement, l'équilibre il est au top. Mais vous l'aurez compris, ce qui va maintenir l'équilibre et ce qui va faire le liant mécanique, ça va être vraiment votre deck building. Vos cartes vont avoir le placement décisif pour vos ouvriers, mais aussi l'utilisation finalement de vos phases de révélation qui va être amenée encore un côté stratégique assez puissant. Il y a pas mal de moyens d'épurer son deck, il y a pas mal de moyens de piocher des cartes avec plein d'actions différentes, d'acheter de nouvelles cartes, etc. On a vraiment une prédominance du deck building, et après le placement d'ouvriers pour effectuer les actions qui vont nous permettre de piocher, etc. etc. Mais en fait, c'est le tout, comme je viens de dire, c'est l'équilibrage de tout qui fait que ça fonctionne super bien. Quoi. Exactement. C'est vraiment une réalisation au top. L'auteur, il a craqué. Le jeu, on vous l'a dit, est jouable de 1 à 4 joueurs. Ouais. Nous avons particulièrement apprécié y jouer à plus nombreux. 3 et 4, nous pensons que c'est vraiment le profil qui est idéal. À 2. On a fait 2 parties à 2 joueurs qui nous ont permis de voir différentes mécaniques et différentes stratégies. La maison à Galles, c'est la maison que vous allez utiliser comme un paquet de cartes supplémentaires pour incarner un 3e joueur. Mécaniquement, on sent que c'est prévu au minimum pour 3 joueurs pour la partie, mais le paquet de cartes maison à Galles permet quand même de faire une partie solo avec 2 rivaux ou une partie à 2 joueurs avec un rival de la maison à Galles. Au final, c'est un paquet de cartes que, à chaque fois que c'est au tour du premier joueur, vous retournez, vous placez un ouvrier du rival de la maison à Galles sur le plateau, il vous bloque un emplacement, il gagne pas de ressources, il gagne pas de points de victoire, mais il participe au combat. Il est juste là pour faire office de 3e joueur sans stratégie. C'est vraiment je pose, je fais du combat, point final. Donc il n'y a pas vraiment de stratégie, donc des fois ça bloque, mais on comprend pas trop ce qu'il fait. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui est à découvrir pour moi, du moins, à partir de 3 joueurs, vraiment. Lorsque vous allez jouer en solo, vous allez avoir 4 niveaux de difficulté. Vous allez avoir surtout des contraintes qui vous empêcheront de récupérer par exemple votre maître d'armes ou d'avoir des contraintes de ressources au niveau du placement futur sur certaines actions. On a une tendance à le préférer à 3 et 4 joueurs. Ça nous paraît être le meilleur format pour le jeu, et ça aussi une sensibilité au triangle qui va nous permettre de vraiment, s'il y a un joueur qui passe devant, faire potentiellement une alliance pour essayer de le faire tomber sur le dernier conflit ou de l'égaliser, parce que lorsque vous égalisez, vous récupérez jamais la première place, et oui, c'est aussi ça qui peut être juste le petit côté film. Je pense qu'on a fait un bon tour du jeu. Vous avez compris comment les mécaniques pouvaient s'imbriquer, etc. Vous avez eu notre ressenti. Je pense qu'on est pas mal, hein. J'aurais tendance à le mettre vraiment très très haut dans les jeux auxquels j'ai joué au niveau de mes coups de cœur de cette année. Clairement, je l'attendais avec impatience parce que je suis fan de la licence, mais en plus parce que mécaniquement ça avait l'air d'être vraiment bien soutenu. Paul Denen fait un travail remarquable avec l'équipe de Direwolf. On peut regarder aussi vers le futur, qui va nous permettre de voir déjà une première extension pointer le bout de son nez avec 6 nouveaux leaders, du coup des nouvelles maisons, des nouvelles mécaniques, des nouvelles cartes, des dreadnoughts, donc plus de côté militaire qui va être mis dans le jeu. Ça donne envie. Forcément. Sachant que l'auteur c'est Paul Denen, le mec qui a fait Clank, et sachant que Clank, les extensions, c'est une ribambelle. Ouais, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait aussi beaucoup d'extensions, potentiellement même des petits plateaux qui viendront se rajouter au fur et à mesure. Espérons-le. Un Dune Legacy du coup peut-être. Peut-être, ouais, ça serait pas mal. Toi tu m'avais parlé du jeu que tu l'attendais depuis septembre de l'année dernière. Ah oui.
Ah oui, j'avais... Tu m'avais montré les premiers visuels. Regarde. Au mois de septembre 2020, il m'avait montré ça. J'ai été hyper patient pour le tester. Toutes les images que j'ai pu voir avant m'ont comblé parce que vraiment, je sentais qu'il y avait eu un malin plaisir à ce que la thématique et la mécanique puissent correspondre. C'est hyper agréable de le voir maintenant. Oui, et puis quand on voyait l'auteur, on disait bon... Rassurant, ouais, hyper rassurant. Ça va. Vous l'aurez compris, pour toi, Newt. Vous l'aurez compris, pour nous, Dune est un jeu à posséder en cette année 2021. Si vous aimez Clank, si vous aimez les ruines perdues de Narak, si vous aimez les jeux un petit peu costauds et un petit peu experts, parce que ça reste quand même pour moi accessible, au bout de 2 tours de jeu, vous savez comment ça se joue, et bien foncez tout simplement. Le jeu est en rupture, bien sûr. C'est... bien sûr. Il va revenir. Un départ éclair. Attention parce qu'il prend 5 € au mois de septembre. Un retour en septembre. Ouais, un retour en septembre. Allez, les coûts augmentent visiblement. Retour en septembre avec 5 € de plus, mais bon, les coûts augmentent. Si vous n'avez pas suivi cette histoire avec le prix des frais de port, etc. qui ont augmenté, les jeux vont augmenter, c'est un fait, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Mais vous pourrez le retrouver de nouveau en boutique en septembre. Peut-être que vous pouvez le trouver d'occasion, peut-être que vous pouvez le trouver dans des boutiques où il est encore présent, sur internet, etc. Mais si vous le trouvez, jouez-y, procurez-vous-le parce que c'est vraiment très très bien. C'est dingue. Au niveau du matériel, vous allez voir que ça va être tout en bois pour les jetons qui vont être donnés dans cette version-là. Vous allez avoir un kit qui est un kit de upgrade complètement inutile mais tellement beau. Que vous allez sûrement vous poser la question de est-ce que vous le commandez ou pas. Avec des kilos de plastique, avec des figurines, de ressources réalistes, etc. Par contre... de l'inutile indispensable. Exactement, mais au prix de la boîte du jeu de base. Voilà, histoire d'être sûr que vous avez doublé votre investissement de base. Parce que là, oui, bon, comme on vous l'a dit, le plateau est épuré, mais les ressources également, hein. C'est des ressources en bois simples, mais efficaces. Vous avez clairement pas besoin d'acheter des figurines pour jouer au jeu. Ça marche très très bien comme ça. Non, mais vous vous posez quand même la question. Ça c'est toi ça. C'est clair. Des kilos de plastique. Il a des kilos de plastique. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Notre expérience de Dune, on voulait absolument la partager, même si on le fait un petit peu en retard par rapport aux vidéos qui sont précédemment sorties. On voulait vraiment... parce que nous on joue au jeu. Exactement. On voulait vraiment avoir une expérience de jeu. Non mais... En fait, je trouve ça indispensable de le préciser. On voulait avoir fait plusieurs parties pour pouvoir vraiment en parler de la meilleure manière possible. Là, on pense qu'on n'a pas encore tout vu. C'est aussi ça qui est cool pour la rejouabilité. Ouais. Vous allez avoir énormément de parties devant vous. Je prends l'escalier. On se retrouve bientôt. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez nous dire si vous avez testé le jeu, si ça vous tente au niveau mécanique, si ça vous tente d'essayer ce jeu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce si la vidéo vous a plu. On vous dit... Non, bien évidemment, il faut s'abonner avant. Bien évidemment, il faut s'abonner. Toi, tu pars sans dire que les gens, il faut qu'ils s'abonnent. J'ai oublié. C'est important. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo aussi. Partagez cette vidéo. Bah oui. Vous, amoureux de Dune. Il faut que les gens découvrent ce magnifique jeu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Julien et Lobis pour Game Trotter. Jouez bien. Jouez malin. Ciao.